Bonjour à tous, un grand merci aux organisateurs de cette journée de m'avoir invité à intervenir, à introduire vos journées. En préambule quand même, je n'y connais pas grand-chose en santé animale, c'est-à-dire que j'ai cette tâche de venir introduire tout ça, mais j'espère pouvoir vous faire part de tous les travaux qu'on a menés en santé humaine et toute la réflexion qu'on mène actuellement sur le déploiement de l'intelligence artificielle et de la robotisation et voir l'impact que ça pourrait avoir dans votre pratique et quelles réflexions vous pourriez aussi accompagner votre pratique. Malheureusement, je pense qu'à la fin de mon intervention, nous ne saurons pas ce que le métier de vétérinaire donnera, puisque nous en sommes à ce stade bien incapables pour la santé humaine aussi. Juste en petit mot d'introduction par rapport au think tank que nous avons créé, on est une initiative académique et citoyenne réunissant un certain nombre de professionnels de santé, de chercheurs, d'enseignants. On est parti de plusieurs constats, c'est que la rupture technologique était déjà en cours, qu'il y avait une démarche d'innovation sociale qui se diffusait de plus en plus largement dans le milieu médical et médico-social, que clairement les risques à ce stade, à la fois pour l'innovation et les risques éthiques, c'était que l'innovation ne soit pas assez développée et qu'il y ait une surréglementation comme on est quand même capable de faire, et qu'il y avait des chantiers de normalisation qui étaient très parcellaires, mais sans qu'il y ait quelque chose de très concret. Et d'un point de vue timing, ça correspondait bien, puisqu'il y a la révision des lois bioéthiques qui est en cours, qui a été initiée l'année dernière, et avec un début de prise de conscience qu'il était important de peut-être d'éviter le millefeuille de législatif qu'on peut faire pour qu'il y ait juste des règles de réglementation et de la réglementation positive. Donc notre objectif, c'était véritablement que la France, qui est pionnière, notamment via les lois de bioéthique, dans la création de cadres juridiques et sociétaux, amène un peu l'Europe à se positionner pour l'élaboration d'un dispositif d'acclimatation de l'intelligence artificielle en santé conforme aux exigences des sociétés démocratiques avancées dans lesquelles on évolue. Et pour ça, ça passait via la construction normative. Alors si on en revient rapidement à tout ce qui est big data, le big data, ça véhicule un certain nombre de messages. Il y a à la fois ça semble être clair sur certains sujets. Donc clarté opérationnelle, on sait que ça passe par la collecte massive des données, qu'il y a un lien avec les objets connectés. Juridiquement, au niveau national, il y a un cadre, il y a le RGPD au niveau européen, il y a la protection de données personnelles. Il y a une espèce d'évidence en santé publique et de se dire que c'est un facteur majeur d'avancée pour la qualité des soins, l'efficience du système, la fameuse médecine prédictive, préventive, 4, 5, 6P actuellement, sur le droit des patients, sur la connaissance scientifique. Donc tout ça, ça semble être à peu près évident aux yeux de tous. Mais en revanche, il y a des réalités qui sont plus complexes. C'est-à-dire que quand on parle de big data, et ça on s'en rend compte, il y a une situation assez binaire vis-à-vis des gens. Il y a des gens qui sont très pour, des gens qui sont très contre, sans finalement savoir exactement ce que ça implique. Il y a un enjeu éthique important, puisqu'on peut quand même se poser la question de savoir si toutes les données se valent, dans la mesure où il y a quand même beaucoup de personnes qui donnent toutes leurs données sur leur smartphone, donc Google ou autre opérateur. Mais en revanche, quand c'est dans un cadre médical, ont du mal à ouvrir un DMP ou ce genre de choses pour peur de partager des données. Et après, il y a évidemment l'enjeu RH, à savoir quelle va être la transformation des métiers par rapport à tout ça et l'impact là-dessus. Donc l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup en ce moment, mais en fait, c'est pas du tout nouveau. Ça fait des années que l'intelligence artificielle existe. Et la première fois que la terminologie est apparue, c'est en 1956. Et elle a été définie la première fois par Marvin Lee Minsky, et elle se définit comme la science dont le but est de faire par une machine des tâches que l'homme accomplit en utilisant son intelligence. L'évolution réelle qu'il y a eu au cours de ces dernières années, c'est qu'elle est de plus en plus prégnante dans la société, certes, et qu'on est passé d'une IA classique à une IA dite apprenante, donc qui a été possible par l'amélioration des machines, l'augmentation de la masse des données. Et par rapport à ça, on se retrouve aussi dans une espèce de vide juridique, c'est-à-dire que jusque-là, l'IA était à peu près encadrée par la responsabilité du fait des choses et le régime spécial de responsabilité des produits défectueux. En revanche, sur tout ce qui est IA apprenante, va se poser la question de comment on l'encadre juridiquement. Alors, je me permets juste en quelques mots de revenir sur tout ce qui est santé animale. Je pense que toutes les personnes qui vont intervenir derrière moi seront beaucoup plus à même de le faire. Mais quand on parle de santé connectée, big data, IA, on se rend compte qu'il y a de nombreuses applications possibles. Donc, à la fois sur tout ce qui est animaux de compagnie pour les vétérinaires, il y a les stéthoscopes connectés, les balances connectées, les appareils de radiologie connectés.
et j'en passe. Pour tout ce qui est à domicile, ça permet pour les propriétaires de mieux localiser leur animal, de mesurer l'activité, mesure des paramètres biologiques, d'adapter la quantité de nourriture. Et dans tout ce qui est élevage, il y a le suivi du poids, la mesure de l'activité physique, l'évaluation des comportements alimentaires, les mesures de production laitière. En fait, quand on regarde tout ça, ça ne fait pas nécessairement appel à l'IA. Ça fait appel à tout ce qui relève de la santé connectée, de la e-santé. Donc, un peu de e-santé, un peu de télémédecine, un peu de m-santé. Et l'intelligence artificielle n'est jamais qu'une petite parcelle de tout ça, et elle n'est possible que grâce à tout ça. Elle est possible parce qu'il va y avoir des objets connectés, il va y avoir de la télémédecine, il va y avoir de la m-santé qui vont permettre le collecte des données. Et ça, c'est ça qui va créer l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, les applications réelles, sont en fait au-delà, c'est de l'aide au pronostic, de l'aide au diagnostic, de l'aide au traitement. Donc c'est vraiment normalement censé accompagner les gens et pas être un outil uniquement d'objets connectés. Donc par rapport à toutes ces différentes applications qui sont objectivement les mêmes en santé humaine, en revanche là on peut faire un parallèle. On a émis 5 clés de régulation de l'IA, de la robotisation en santé, et je pense qu'il y en a certaines qui sont largement applicables à la santé animale. Pour nous, à partir du moment où il y aurait utilisation d'intelligence artificielle, il nous semble indispensable qu'il y ait consentement du patient. Donc, consentement du patient, là, ce serait consentement du propriétaire, par exemple, qu'à un moment donné, dans le système de prise en charge du patient, il y ait recours à une intelligence artificielle, et ça nous paraît clé de prévenir le patient. La garantie humaine de l'IA, il y a eu tout un débat sur les algorithmes qui sont dans l'IA. Qu'est-ce qu'on fait des algorithmes? Est-ce qu'on les rend publics? Est-ce qu'on évalue les algorithmes? Alors, plusieurs choses. D'une part, si on rend public l'algorithme, les propriétés intellectuelles et tous les industriels qui les développent, quel est l'intérêt pour eux de les développer? Deuxième chose, d'un point de vue personnel, moi, si on me demande, vous préférez passer par tel algorithme ou celui-là, je suis bien incapable de savoir quelle est la valeur d'un algorithme par rapport à un autre. En revanche, on est capable, en tant que professionnel de santé, à un moment d'évaluer la solution qui est proposée par l'algorithme et dire, voilà, telle solution nous semble être pertinente, telle solution ne l'est pas. Donc c'est un peu, pour nous, la meilleure évaluation aujourd'hui de l'intelligence artificielle, c'est que ça reste les compétences humaines. Donc on considère aujourd'hui que l'intelligence humaine est capable de valider un algorithme. Et d'autre part, ça pourrait aussi servir de deuxième avis. C'est-à-dire que le premier avis médical serait donné par une IA et le deuxième avis par le regard humain. Donc tout ça, ça renverra quand même à l'évolution des métiers. C'est-à-dire que si on considère que c'est l'homme qui est censé évaluer l'algorithme, ça veut dire qu'on ne peut pas laisser la machine prendre les décisions médicales et laisser l'homme sur un point de vue plus humain, recentré sur le soin. Ensuite, on peut se poser aussi la question, mais ça, je ne suis pas sûre que ce soit applicable, de la graduation de la régulation des données par rapport à leur sensibilité. C'est ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que des données qui relèvent du poids, de la taille, qu'on donne tous, est-ce que c'est la même sensibilité des données génomiques qui sont normalement plus protégées? L'accompagnement à l'adaptation des métiers, il y aura forcément un impact sur l'adaptation des métiers à la mise en place de l'IA. Après, l'impact sera d'autant plus important qu'on ne l'anticipe pas. C'est-à-dire que si dès à présent on anticipe via des formations, via un investissement dans de la recherche par rapport à tout ça, l'impact de la transformation des métiers sera moins important. Et après, l'intervention d'une supervision externe indépendante qui est plus au regard de la santé humaine, puisqu'il y a déjà aujourd'hui la Haute Autorité de Santé qui évalue les médicaments et les dispositifs médicaux. Et la question va se poser, est-ce que c'est la Haute Autorité de Santé qui devra évaluer les solutions proposées par l'IA ou une autre autorité? Mais ça nous paraît indispensable qu'il y ait quelqu'un qui vienne mettre un cachet sur la valeur de l'IA. Sinon, ça peut aussi donner lieu à n'importe quel projet développé. On a fait une étude justement sur l'impact RH. Donc ça, c'est le dernier point que je voulais aborder avec vous. Je ne suis pas sûre que ce soit complètement transposable à votre pratique, puisque c'est une étude qui a été faite avec l'Institut Montaigne dans le cadre des hôpitaux. On a
aujourd'hui un matériel qui est très, très fragmentaire quant à l'impact RH en santé humaine. Il y a des gens qui nous disent que ça va détruire 90% du métier, d'autres qui vont nous dire que ça va créer 150% de métiers en plus. Donc on est incapable à ce stade d'évaluer. Donc c'est pour justement rebondir sur ce qui a été dit dès le début. Je ne pense pas qu'on soit en mesure d'évaluer clairement l'impact au niveau métier et homme du déploiement de l'intelligence artificielle. Ce qui est sûr, c'est que y aura un impact. Et cet impact, et c'est ce qu'on disait aussi, c'est qu'il ne faut pas considérer qu'il y aura la machine qui prend les décisions médicales et l'homme qui accompagne, en gros, qui ne fait que relayer les décisions auprès des gens. Donc, en revanche, la méthodologie qu'on a utilisée pourrait être tout à fait retranscrite dans le champ de la santé animale. Donc, il y a eu plusieurs étapes. La première, c'était recenser les effectifs par catégorie professionnelle du secteur de santé. La deuxième, c'était répertorier les métiers appartenant aux catégories. La troisième, c'était d'identifier les activités ou les tâches qui correspondaient à chaque métier. La quatrième, déterminer le taux de substitution de chaque activité identifiée avec une espèce de coefficient allant de 0 à 10. Mesurer le taux de substitution pour les métiers. Et enfin, réaliser des scénarios d'impact. Les scénarios d'impact aujourd'hui qu'on a en santé humaine, on aurait un taux de substitution entre 15 et 29%, donc entre 40 000 et 80 000 emplois. Mais actuellement, ce sont plutôt les emplois qui relèvent des fonctions support aux soins qui feraient l'objet d'automatisation en premier. Après, c'est évident que toutes les spécialités qui utilisent l'image, donc radiologie et ophtalmologie, seront certainement touchées en premier lieu. Mais en revanche, on n'est pas du tout sur les scénarios qui étaient donnés et qu'on a pu voir, qui est dire la radiologie, l'ophtalmologie vont disparaître. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même largement la possibilité d'anticiper tout ça en faisant en sorte que l'homme et l'IA fonctionnent ensemble via des formations adaptées, via une meilleure connaissance du fonctionnement de l'intelligence artificielle. Donc, en 2 mots pour conclure, on peut effectivement se dire que le déploiement de l'IA aujourd'hui est là. Il est objectivement inévitable. Après, il nous apparaît à peu près clairement qu'il ne se fera bien et correctement que s'il se fait en étroite collaboration avec l'homme et non pas en remplacement de la machine. Mais je n'aurais pas répondu à la question de quel va être le métier de vétérinaire demain. Voilà, merci beaucoup.